attentive aux ambitions et rêves des jeunes. Tel est le thème autour duquel a été célébrée la Journée internationale de la francophonie au Congo Kinshasa. Antena, le journal, Dieu merci Nzob, Mabiala. Vous suivrez vers la fin de ce journal une page magazine portant sur la mission de supervision que le directeur des opérations de la Banque mondiale a effectuée à Kindu, dont le Maniema. Madame, Monsieur, bonsoir. La République démocratique du Congo milite pour l'émergence d'une francophonie plus attentive aux ambitions et rêves des jeunes. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, ce jeudi 20 mars, lui qui est en charge de la francophonie dans ses attributions, justement à l'occasion de la célébration de cette journée. Et c'est Don Momat qui nous en parle. Dans son adresse, le ministre en charge de la francophonie a souligné que la responsabilité confiée à la République démocratique du Congo d'assumer la présidence de l'instance suprême de la francophonie a permis à celle-ci de jouer un rôle majeur dans la sphère internationale. Comme en témoignent par ailleurs plusieurs grandes initiatives congolaises, dont la tenue en septembre 2013 au siège des Nations Unies de la concertation des ministres des Affaires étrangères des 70 États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie et la tenue récente, avec succès, du deuxième Forum mondial des femmes francophones. Raymond Tshibanda a par ailleurs relevé l'importance accordée aux jeunes dans l'espace francophone et plus particulièrement en RDC. C'est le lieu pour moi de rappeler la vision du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, qui ne cesse de privilégier les actions qui ont un impact sur le vécu des populations et qui donc, dans le cadre de la coopération francophone, met un accent particulier sur l'émergence d'une francophonie plus attentive aux rêves et aux ambitions. Les prochaines manifestations commémoratives du 44e anniversaire de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, censées être organisées en RDC, tourneront autour du thème « Francophonie et jeunes talents ». Un thème qui va de pair avec celui du 15e sommet de la francophonie prévu à Dakar, au Sénégal, qui va tabler sur femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. Et justement, par rapport à la célébration de cette journée internationale de la francophonie, notre rédaction s'est penchée sur l'hégémonie de la langue française au détriment de nos langues nationales et vernaculaires. Notre équipe s'est rendue à l'école chrétienne Source de Vie Extension de la Gombe pour faire le constat. Il s'agit de Gédéon Lukumwena et David Temeni. Désignés comme l'ensemble de personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue maternelle, langue d'enseignement ou langue choisie, la francophonie jouit d'une influence particulière dans le système éducatif congolais. À l'instar de l'école Source de Vie, les élèves restent unanimes quant à la source de leurs connaissances linguistiques. J'ai appris le français grâce à mon père et à ma mère à la maison. J'ai appris la langue française auprès de mes parents. J'ai appris à parler français à la maison. Au sujet de la pratique du lingala, les élèves déclarent: Je ne sais pas parler en lingala. Oui, il m'arrive parfois de parler lingala. Je ne sais pas parler en lingala. Eu égard à ce qui précède, la langue française s'étaille la part du lion dans le système éducatif congolais, car elle accompagne les enfants de leur naissance à la vie adulte. On reste dans le domaine de l'éducation pour vous dire qu'il y a ouverture ce jeudi 20 mars à l'Académie des Beaux-Arts de la table ronde de la jeunesse estudiantine de la ville de Kinshasa réunie au sein de la plateforme Pré-Davis autour du thème central du mois de la femme. Cette rencontre vise à clarifier, à préciser les axes et stratégies de la lutte contre les violences basées sur le genre dans les milieux universitaires. Pour leader Patrick Ngaziami, Djouzen Belebele ont signé ce reportage. Tenu autour du thème central, ensemble contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles en consolidant la paix et la justice pour le développement de la RDC. Cette table ronde organisée avec l'appui de l'UNFPA s'étale sur 2 jours et réunit 150 étudiants leaders des universités et instituts supérieurs de Kinshasa. Conscients de leur rôle et leur responsabilité dans la lutte contre les violences basées sur le genre en RDC en général et en milieu universitaire en particulier, ces derniers veulent échanger autour de ce problème préoccupant afin de dégager des pistes de solutions. Au terme de ces assises, nous osons croire que
les leaders des étudiants s'apercevront de la vraie condition des femmes dans le monde en général et dans notre pays en particulier, car les étudiants d'aujourd'hui sont les parents et responsables politiques de demain. Intervenant à l'occasion, le coordonnateur du projet PARS a évoqué l'intérêt et la contribution de la Banque mondiale dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il a précisé que le concept de violence ne se limite pas au viol. Cette table ronde est la première, ce qui veut dire qu'il y en aura d'autres. Et les étudiants ont décidé de se réunir chaque année pour réfléchir sur les violences basées sur le genre. Et j'en viens cette fois-ci à cette rencontre qu'il y a eu à Kingakati ce jeudi 20 mars, rencontre au cours de laquelle le président de la République, Joseph Kabila, autorité morale de cette famille politique, a exhorté les membres de sa famille politique justement à la vigilance et à l'unité. Il a par ailleurs confirmé l'imminence de la formation d'un gouvernement de cohésion nationale. Et qu'en pensent d'autres acteurs politiques RD congolais? Eric Izami a interrogé ce jeudi 20 mars les députés nationaux Clément Kongou et Alexis Lenga de l'opposition pour avoir leurs avis. Je vous propose de suivre. Les ténors de la majorité présidentielle en RDC se sont retrouvés jeudi 20 mars à Kingakati dans la périphérie est de la capitale Kinshasa pour une réunion décisive. Depuis le 23 octobre 2013, l'opinion attend connaître le remplaçant de Matata Ponyo Premier ministre, si pas lui-même. La période d'attente perdure et les commentaires vont dans tout le sens, surtout que le processus électoral, autrefois en veilleuse, a repris le règne de l'actualité. Donc s'ils vont se réunir à Kingakati avec leur autorité morale, je crois que c'est leur problème. Ils n'ont qu'à s'organiser, mais ce que nous espérons, c'est qu'ils ne reviennent pas avec des stratégies pour contourner davantage la Constitution, l'article 220, et surtout essayer de prolonger d'une manière ou d'une autre le mandat du chef de l'État qui se termine en 2016. Et le MLC de Jean-Pierre Bemba rajoute. Kingakati n'a jamais produit de bons pour la marche de ces pays. Je rappelle que le MLC est allé aux concertations avec une feuille de route claire, que nous ne sommes pas allés chercher des postes. Nous ne sommes pas allés partager des postes comme Sun City 2 ou Conférence nationale bis. À tort ou à raison, ils esquissent une exhortation à l'intention du président de la République, Joseph Kabila. Nous souhaitons tout simplement que Joseph Kabila soit ce premier président du Congo qui va offrir une alternance ou une alternative pacifique, qui fera une remise et reprise de façon pacifique et qui pourra sillonner ce pays en toute quiétude et voir comment les autres peuvent aussi offrir une autre façon de gouverner au peuple congolais. La version de ceux des acteurs politiques membres de la majorité présidentielle sera sans doute connue après cette rencontre de Kingakati. Entre-temps, ils sont quand même accusés de tout le péché de Maïndombe qui ne cesse d'avaler des vies humaines. Dans un autre registre, la haute cour militaire siégeant mercredi 19 mars sur l'affaire en continuation a mis en cause l'auditeur général ministère public contre le général de brigade Godasoupa et consorts. Ces prévenus sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri dans la province orientale. Le commentaire est de Sylvain Kapombobo Sengele. Au cours de cette audience, il a été question pour la Cour d'examiner les mémorandums déposés par le Conseil des prévenus à l'issue de la dernière séance tenue au sein de cette haute juridiction en date du 12 mars 2014. On retiendra dans ces documents que les avocats dénoncent l'irrégularité d'arrestation et détention de leurs clients par le ministère public, la nullité des procès-verbaux de l'OPJ et l'extinction de l'action publique pour mouvement insurrectionnel et violation des droits de l'homme. L'examen des 10 documents n'a pas eu lieu car, séance tenante, l'on a constaté l'indisponibilité d'un des juges assesseurs. Par cet incident, le président des séances a sollicité des parties au procès et les remises de la cause, laquelle a été arrêtée contradictoirement pour le jeudi 27 mars 2014. Il convient de rappeler que les généraux de brigade Godasoupa et consorts sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Ituri dans la province orientale. Certainement qui seront traduits à la Cour pénale internationale. 5 morts et des dégâts matériels importants. C'est le bilan de cet incendie qui s'est produit dans la nuit de ce jeudi vers 2 h du matin sur l'avenue Kassavubu dans la commune de Bandalungwa. Autre élément d'information avec Polydor Patrick Ngaziami. Les résidents de l'avenue Kassangoulou dans la commune de Bandalungwa se sont réveillés dans les mois ce matin.
5 personnes ont trouvé la mort dans un incendie dans la parcelle numéro 11. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, le dit incendie s'est déclaré vers 2 heures du matin. En quelques minutes, le feu a embrasé toute la maison, empêchant ainsi les occupants à épargner certains biens et vies. Il y avait le feu à l'intérieur de la maison. Cela a fait 5 morts, dont 4 adultes et un enfant. C'est vraiment triste. Je suppose qu'ils sont morts électrocutés car la porte était ouverte. Il faut un camion anti-incendie pour chaque commune. Cette marée de personnes curieuses et émotionnées reflète la gravité, mieux l'ampleur de la situation. En son sein, des membres de la famille victime qui pleurent déjà leurs frères morts. Jusqu'à 9 heures, les éléments de la police dépêchés sur les lieux pour constater le sinistre n'étaient pas encore en mesure de déterminer la cause de cet incendie. Les voisins parlent du courant électrique, mais avec moins de conviction. Il faudra donc attendre les résultats de l'enquête pour la connaître. Mais entre-temps, le malheur aura déjà frappé. Parlons d'autre chose dans ce journal, le transport. D'abord, autrefois, les motards transformés en taximens à Kinshasa pouvaient facilement engager 100 000 francs congolais ou encore 110 $ américains. Mais aujourd'hui, la situation est devenue très difficile. Quel montant verse-t-il aux propriétaires de la moto? À cette question, nos reporters ont interrogé quelques franges de la population. Suivez le tout dans ce reportage de Lisette Manou, Natacha Bomongo et Jouzen Belebele. On en voyait quelquefois, mais de nos jours, la moto à Kinshasa, la capitale, est à foison. Elle aide même au transport en commun et on la surnomme Wewa. Les motards circulent partout à la recherche d'argent. Ils travaillent 5 jours pour verser 12 000 francs, soit 12 $ américains aux propriétaires, et un jour seulement leur revient au titre de salaire hebdomadaire. Et le dimanche est consacré au repos. Le prix fixé est reconnu à 12 000 francs congolais. S'ils exagèrent, c'est 13 000 francs. Mais si ça dépasse déjà 12 000 francs, 13 ou 15 000, cette moto-là est maintenant en contrat. Les motards avouent que ce travail est difficile, rempli de risques sur la chaussée, mais faute de mieux, ils ne relâchent pas. Conduire la moto, je t'ai dit que c'est de la souffrance. Nous sommes en train de le faire puisqu'il n'y a pas de boulot. Puisque les moyens normalement, tel que je suis là, j'ai une femme, j'ai des enfants. Les moyens que j'ai besoin, jusqu'à présent, je n'en ai pas. Conduire la moto d'autrui, même si c'est ma moto. Mais pour atteindre 5 000, 6 000 $ pour faire autre affaire, c'est tout à fait difficile. Si c'était auparavant, les motos étaient encore un peu dans la capitale, mais pour le moment, vous voyez comment même au grand marché, c'est tout le monde qui est en train de la faire moto. Il y a beaucoup de motos. Donc vous n'êtes même pas à mesure d'attraper 30 000 francs. Si au début de ces business, ce montard déclare avoir réalisé de bonnes affaires, comptés par milieu aujourd'hui, ils ont du mal à totaliser 30 000 francs, soit 30 $ le jour. Et en sport, pendant que le torchon brûle au sein du Daring Club Motema Pembe, le ministre provincial des Sports en appelle à la paix. Godard Motemona l'a déclaré au cours d'une rencontre ce 18 mars avec les supporters des Immaculés. José Moussangana. C'est un conflit qui n'a que trop duré au sein du DCMP, des 2 comités qui s'affrontent, à savoir les comités Mayaka et les comités Chimanga, serait à la base du dysfonctionnement de cette équipe des Immaculés. C'est ainsi que les supporters de Vert Blanc sont allés à la rencontre du ministre provincial du sport, Godard Motemona. Si ça perdure, nous serons obligés de trancher. À un moment donné, on voulait prendre une décision de révoquer les 2 comités. Nous ne pouvons pas laisser dérive dans cette situation. Sauf si vous ne trouvez pas de solution, nous, en tant qu'autorité, nous allons agir. Pour le ministre, ces 2 comités doivent trouver un modus vivendi afin de Voilà, sport toujours concernant le processus électoral déjà enclenché au sein du comité olympique congolais. Le secrétaire général au sport rassure que la machine électorale est déjà en marche. Le patron de l'administration du sport congolais l'a dit au micro de Papi Katassi.
Du processus électoral au sein des 3 fédérations sportives, le secrétaire général au sport affirme que la machine est déjà en marche. Beaucoup de chauves-souris qui ne veulent pas qu'il y ait de l'ordre dans les mouvements sportifs vont manipuler certaines personnes. Ça ne va pas arrêter la machine. Nous voulons de l'ordre. L'essentiel est qu'on mette en place des comités qui vont correctement diriger le sport congolais ou les fédérations sportives. Comme vous le savez, les fédérations sportives sont de grandes structures que l'État délègue le pouvoir pour gérer. Et de la situation qui prévaut actuellement dans la grande famille des Immaculés, le patron de l'administration du sport invite les Verts et Blancs à l'unité. Ne commencez pas commencer par parler des animateurs. Parlez d'abord texte. Nous devons aider l'équipe de Dering à ce que cette équipe, c'est une grande équipe de la République, de pouvoir que tout le monde se mette autour d'une table, puisse s'attendre. De l'organisation par la RDC de la CAN UM23, le secrétaire général au sport laisse entendre que le gouvernement de la RDC s'est engagé totalement à respecter son cahier des charges. Et en bref, la Coupe d'Afrique de volleyball de club a démarré ce jeudi 20 mars 2014 à Sousse en Tunisie. La République démocratique du Congo est représentée dans ses joutes continentales par une seule équipe, le volley club Espoir. Lors de leur première sortie, les poulains de Christian Matata ont réalisé une belle affaire en battant le volley club Autoridad de Mozambique sur la marque de 3-7 à 1. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force détail. Et en page internationale, la Crimée fait désormais partie de Moscou. Barack Obama préconise une coalition internationale forte afin de faire pression sur Moscou. Les images sont de nos confrères de TV5 Monde. Des soldats russes déployés à travers toute la Crimée. Peu à peu, ils viennent remplacer les milices pro-russes pour reprendre les bases ukrainiennes et démontrer la volonté de Moscou de marquer son territoire. La péninsule est désormais dans le giron de la Fédération de Russie, d'un point de vue militaire et administratif. Nous sommes en train de gérer les étapes concrètes pour mettre en place l'accord signé par les dirigeants de la Fédération de Russie, de la Crimée et de la ville de Sébastopol sur l'entrée de 2 nouveaux sujets dans la Fédération. Ce processus légal sera terminé cette semaine. Un processus légal validé par le Parlement. Et selon le porte-parole de la Douma, l'administration a déjà commencé à délivrer des passeports russes en Crimée. Moscou va même plus loin. Tout citoyen ukrainien de la péninsule est désormais considéré comme russe. Autant dire qu'au Parlement ukrainien, les députés ne décolèrent pas. Selon une résolution votée jeudi, le peuple ukrainien ne reconnaîtra jamais l'annexion de la Crimée par la Russie. Kiev qui affirme vouloir se battre pour la libération de la Crimée. Mais l'Ukraine ne pourra pas riposter sans le soutien de l'ONU. Nous considérons tous ces actes comme illégitimes et nous appelons l'ensemble du monde civilisé à ne pas reconnaître cette déclaration d'indépendance illégitime de la Crimée et son démembrement violent du territoire de notre pays. Un appel entendu par Washington, même si pour l'heure le président américain est loin d'envisager une confrontation directe. Nous n'allons pas nous lancer dans une incursion militaire en Ukraine. Ce que nous allons faire, c'est mobiliser toutes nos ressources diplomatiques pour être sûr d'avoir une coalition internationale forte qui envoie un message clair, à savoir l'Ukraine doit décider de sa propre destinée. Une coalition internationale forte qui commence avec l'OTAN et l'Union européenne. Selon Angela Merkel, les 27 vont tenter de se rendre à Bruxelles. La chancelière allemande a également agité la menace d'éventuelles sanctions économiques contre la Russie en cas d'escalade. La revue de presse à présent avec Polydor Patrick Ngaziami. Le sujet fait débat depuis quelque temps. Il s'agit de la révision de la Constitution de la République. Après le ballon d'essai de Claude Machala, secrétaire national du PPRD, écrit la référence, l'opposition n'a pas tardé à réagir face à ce qu'elle qualifie d'initiative suicidaire. C'était par la bouche de Jean-Claude Vouemba, président du MPCR, pour qui le Congo n'a pas besoin de cette révision pour le moment.
Le problème n'est pas celui d'un homme idéal qui doit venir. Il y a la constitution actuelle. On ne change pas les règles du jeu pendant un match en cours, a-t-il souligné. Et d'ajouter, les faiblesses de la constitution, il fallait les voir bien avant. Ce n'est pas à quelques 24 mois de l'élection présidentielle. Et c'est là où le jeu est faussé, estime Jean-Claude Vouemba. Et pour la référence plus, c'est là où la majorité présidentielle se voit rattrapée par l'histoire. Eu égard à tout ce qui précède, le député de l'opposition Clément Kankou invite le président congolais Joseph Kabila à mettre fin à la confusion qui règne au sein de sa famille politique au sujet de sa participation ou non à l'élection présidentielle 2016. Entre-temps, annonce les dépêches de Brazzaville, la CENI poursuit son travail et bientôt, elle va procéder à l'évaluation à mi-parcours de l'opération de fiabilisation du fichier électoral. Les secrétaires exécutifs provinciaux de cette institution, déployés il y a plus ou moins un mois dans la province du Bandundu, pour la dite opération, sont attendus à Kinshasa. Le phare évoque le flottement entre les différents opérateurs du secteur des télécommunications cellulaires autour des coûts réels des appels téléphoniques au sujet duquel la Cour suprême de justice a levé l'équivoque. Après examen de la question, note le quotidien, la Haute Cour a émis son avis en ces termes. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications se limite à la définition des principes d'interconnexion et de tarification. Définir donc les principes de tarification ne signifie nullement fixer un tarif quelconque. Mais après l'avis consultatif de la Cour suprême de justice affiche la prospérité, la RPTC a tenté de piéger le Premier ministre Matata. En effet, indique-t-il, dans une lettre datée du 14 mars 2014, cette institution lui demande de prendre d'autres mesures en rapport avec le dit avis en interprétation de certaines dispositions de la loi cadre sur les télécommunications, plus particulièrement sur la question des fixations des prix. Pour le journal, l'idée qui sous-tend cette lettre serait celle de tenter de placer le Premier ministre devant une histoire qui le mettrait en porte-à-faux contre cet avis pourtant motivé par la Haute Cour. Il s'agit là, pour Forum des As, d'une tentative du président de la RPTC, Manikunda, d'impliquer Matata à qui il demande d'ignorer l'avis de la Cour. Enfin, les points saillants plus signalent des monstrueux détournements de fonds destinés aux frais de mutation des nouveaux magistrats. Au lieu de 3 millions de francs congolais, ceux-ci ne toucheraient plus qu'1 million de francs congolais. Ces détournements ont été dénoncés par l'Association congolaise pour l'accès à la justice à Cage par l'entremise de son président, Maître Grégoire Kapiamba. C'est la fin de cette revue de presse. Vous suivrez la prochaine demain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir. Merci Polydor Patrick Ngaziami pour cette revue de presse. Nous allons revenir à toi dans cette page magazine qui parle de la mission de supervision que le directeur des opérations de la Banque mondiale en République démocratique du Congo a effectuée à Kindu du 11 au 12 mars 2014. Eustache Wayoro, qu'accompagnaient les coordonnateurs des projets PARS et PROCEB, tous deux financés par la Banque mondiale, étalait son que rire de l'état des activités menées sur le terrain dans le cadre des 10 projets. Des activités de la Banque mondiale dans la province du Maniema. Le directeur des opérations de cette institution en RDC, Eustache Wayoro, a séjourné du 11 au 12 mars dernier à Kindu dans le sud Maniema. Ce séjour lui a permis de palper du doigt les différentes réalisations de la Banque mondiale dans les secteurs de la santé et de l'éducation, précisément avec le projet PARS et PROCEB. Eustache Wayoro a échangé aussi bien avec les autorités politico-administratives qu'avec la société civile au sein de laquelle l'on compte les universités. À l'université de Kindu, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC s'est entretenu avec le corps professoral et les étudiants sur les maux qui rongent la RDC, ses potentialités et les opportunités de développement. Et quand nous avons discuté avec les autorités, la société civile, les étudiants, le secteur privé, ils ont identifié à peu près 4 maux qui empêchait la RDC de tirer parti de son potentiel. La gouvernance et l'inefficacité de l'État, des services publics. Deuxième mal, l'absence d'infrastructures et le rôle du secteur privé qui était assez réduit. Beaucoup d'informalité dans l'économie plutôt que du formel. 70% des activités se font dans le secteur informel. Troisième mal qui a été identifié, c'est l'absence de services sociaux de base et des indicateurs humains qui sont très faibles. Vous savez que la RDC occupe la dernière place en termes d'indice de développement humain avec le Niger. Et ce n'est pas normal, il faut corriger ces situations-là. Et quatrième mal, c'était l'instabilité chronique à l'Est qui risquait d'empêcher le développement de l'ensemble du pays. Donc sur ces 4 mots qui ont été identifiés par les autorités et tous nos partenaires,
nous avons décidé, nous en tant que Banque mondiale, d'apporter une certaine contribution. C'est une contribution qui est limitée, mais nous voulons en faire une contribution efficace. Les problèmes particuliers auxquels est confrontée l'UNIKIN, entendez, Université de Kindu, ont aussi été évoqués à la grande satisfaction de ses interlocuteurs. Nous sommes très heureux de recevoir la Banque mondiale au niveau de l'Université de Kindu, parce que nous savons que la Banque mondiale est en train d'aider notre gouvernement pour que nous puissions avoir à ce moment une université comme celle-ci. Donc nous ne pouvons qu'encourager prochainement des visites. Nous avons posé un certain nombre de problèmes, bien sûr, notamment l'équipement de nos laboratoires et la bibliothèque. Je pense que c'est très utile pour l'avenir de l'Université de Kindu. Bon, on est très contents. Nous remercions grandement la Banque mondiale par sa visite à l'Université de Kindu. Et nous sommes reconnaissants par rapport aux dons qu'ils viennent de donner aux étudiants que nous sommes. La Banque mondiale est venue nous sensibiliser. Vraiment, nous allons demander seulement de nous aider par rapport au transport. Les problèmes de bibliothèque, on n'a pas vraiment accès pour le livre. Après sa conférence de presse devant professeurs et étudiants, Eustache Wayoro a remis des livres à l'Université de Kindu. Même chose à l'école primaire dite de l'excellence où il a fait un don de 19 millions de manuels scolaires de français et mathématiques de degré moyen. Nos remerciements s'adressent particulièrement à la Banque mondiale et à travers elle à tous nos partenaires éducatifs pour les projets de soutien à l'éducation. Avec les autorités politico-administratives, Eustache Wayoro a discuté des principaux problèmes que rencontre la province du Maniema, particulièrement celui des infrastructures routières et des pistes de solutions qui pourraient booster son progrès. Le gouverneur nous a fait le point de la situation de sa province. Il nous a indiqué les principaux défis auxquels la province était confrontée. Quels sont ces défis-là? L'enclavement, le problème des infrastructures, l'électricité, l'agriculture qu'il fallait évacuer, et les problèmes d'éducation, de santé, le problème de l'environnement avec une déforestation qui connaît un rythme effréné. Et donc sur ces points, nous avons une concordance de point de vue avec son Excellence, Monsieur le Gouverneur. De l'autre côté de la rive du fleuve Congo se trouve l'hôpital général de référence d'Alunguli. La délégation de la Banque mondiale s'y est rendue après avoir effectué une traversée détendue. Ici, la situation de cette formation médicale a été portée à la connaissance de Eustache Wayoro. À la SNCC, la délégation de la Banque mondiale a été bien accueillie et les entretiens ont tourné autour de la réhabilitation des bateaux, des trains et du rail dans l'objectif de désengorger la province du Maniema. La Banque mondiale, à travers son directeur des opérations, a prêté une oreille attentive aux propos des responsables de cette société qui estime le coût des travaux pour assurer cette réhabilitation à 4 millions de dollars. À l'issue de ce séjour de 2 jours à Kindu, le directeur des opérations de la Banque mondiale en RDC a déclaré que sa délégation repart à Kinshasa avec une impression positive du Maniema. Je suis sur Antenne pour la suite de nos programmes et bonsoir chiffres.